Bonsoir, vous êtes avec le groupe Mira. Mira, c'est la mire radiophonique de RPBFM qui vous consigne parmi les trucs et astuces, les combines et ficelles du développement durable. C'est le pragmatisme d'une équipe qui s'étrille autour des questions d'énergie, de la gestion raisonnée des ressources, des bons plans et coefficients à ne pas rater, de la joie prétendument induite par les vertus retrouvées de la frugalité. Bonjour à tous, nous voici arrivés dans notre nouvelle émission Mira. Le thème, certes ambitieux mais modeste en même temps, c'est le thème de l'origine des maladies graves. Alors, restons tous modestes, parce que, moi le premier, parce que je ne suis pas médecin, mais on essayera d'y voir un peu plus clair sur l'origine des grands maux que nos familles, nos proches supportent quelquefois, pour essayer de voir finalement, qu'est-ce qu'on peut faire en faisant une analyse causale. Alors, présentation des invités. Tout d'abord, on a l'honneur d'accueillir Sylvie, qui est chef de service en psycho-oncologie à l'Institut Curie. C'est bien ça, Sylvie ? Oui, tout à fait. Bonjour. Voilà, bonjour. Nous avons Alain Deluzan, qui est directeur du Centre de géobiologie à Bordeaux-Mérignac et qui a écrit plusieurs livres sur la géobiologie. J'en parlerai un peu plus tard. On a Martin Gachet, qui est pharmacien. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à toi, Martin. Et donc, il connaît, je pense, par cœur toute l'encyclopédie des médicaments. On a Claudine Coste, qui est ancienne présidente de syndic et qui connaît concrètement des cas dans le cercle de Mérignac et qui a aussi quelques dons dont elle nous parlera. Jean-Paul est paysagiste et il est diplômé dans le domaine agricole. Et il connaît très bien certains sujets qui concernent l'alimentaire. Je pense qu'il nous donnera des précisions avec des études de l'INRA, etc. Voilà, on est parti. Alors, les maladies graves, on peut faire un grand raccourci. Je ne sais pas si tu vas être d'accord, Martin. Moi, j'ai mis tous les cancers dans les maladies graves parce que c'est de la souffrance et c'est chronique et c'est difficile souvent à supporter. Ça mène quelquefois à une issue fatale. J'ai mis certains événements cardiaques comme les AVC et on va dire certaines affections psychiatriques graves comme les dépressions aggravées ou des choses comme ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ma définition déjà. J'ai oublié quelque chose, dis-nous. Alors, je vais y ajouter une précision. Voilà, c'est par rapport en fait à le côté de la gravité, oui, certes, mais tu as dit un qualificatif qui est la chronique. Moi, je qualifierais également ces maladies graves de chroniques. Oui. Parce que ça va impacter en fait sur la souffrance, la durée de la souffrance de la personne face à la maladie, sa dépendance éventuelle, l'issue du pronostic vital et également l'issue plus ou moins heureuse du traitement appliqué, sachant qu'on peut des fois soigner une maladie, enfin un malade, mais pas forcément l'en faire guérir. D'accord. Ok. Alain, tu avais une remarque sur il y a peut-être d'autres maladies qui sont considérées comme étant vraiment très, très perturbantes et graves, qui peuvent tout altérer. Moi, je vois ça principalement, mais tu peux compléter. Mon expérience de 35 ans en lien avec le corps médical m'a amené à travailler auprès de 1500 personnes atteintes de cancer. Mais à la différence des laboratoires de recherche, c'est chez eux. À leur domicile, dans leur cadre de vie habituel.
Donc, alors effectivement, je trouve des cofacteurs importants dans les cas de cancer, qui sont bien évidemment pour moi la maladie la plus grave, mais j'en trouve aussi au niveau des AVC, des morts subites de nourrissons et de maladies ou d'infirmités qui sont moins graves, comme par exemple l'infertilité. Oui, tout à fait. Alors là, on arrive aussi sur le 4e sujet que je voulais aborder, qui est le problème de handicap à la naissance, des certaines maladies qui vont handicaper une personne à vie et qui vont créer des souffrances ou des problèmes à vie. Et également pour les aidants, qu'on oublie aussi parfois. Alors, voilà. Donc, premier sujet, on va dire... moi, je suis resté très basique. J'ai été voir sur quelques sources, notamment sur Wikipédia, sur les encyclopédies, et je vois en gros, première cause des problèmes de cancer, alcool-tabac. Alors, je vois 47 000 décès par an pour le tabac. L'alcool, je vois des chiffres ahurissants aussi, 15 000 décès par an. C'est les 2 premières causes de mortalité de cancer. Sylvie, c'est ça? C'est dans cette région-là, c'est ça? Oui, certainement. Moi, je peux juste répondre. Alors, je précise que moi, je suis médecin psychiatre et pas du tout oncologue ni épidémiologiste, donc je me permettrai pas d'assurer de manière trop ferme des chiffres que je ne maîtrise pas 100%. Ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, 40% de tous les cancers sont évitables parce qu'ils sont liés à des facteurs de risque, dont l'alcool et le tabac, en effet, sont en première ligne. L'alcool et le tabac sont en première ligne. Et tu dis évitable, tout simplement, en arrêtant... En modifiant ses comportements de santé et de vie. En fait, quand on parle des cancers modifiables, c'est ceux sur lesquels notre hygiène de vie va avoir une incidence. Et ça, j'ai réentendu le directeur de l'Institut national du cancer dans une réunion il y a 2 jours, et qui redisait que le challenge était vraiment là, tant on pouvait faire de choses en termes de prévention, à la fois primaire pour essayer d'éviter la survenue des cancers en rapport avec certains facteurs, mais aussi secondaire, une fois que le cancer est là, pour éviter la récidive, et même tertiaire, la prévention tertiaire, pour éviter les séquelles graves des cancers lorsqu'ils ont une forme chronique. Et il y a beaucoup de formes chroniques actuellement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors ça, j'ai pas de chiffres précis, Non. mais ça, chronique, c'est dans le sens où ce sont des personnes qui vont avoir une maladie qui n'est plus simplement localisée et donc qui ne sont pas en rémission, mais qui ont une maladie qui a évolué dans d'autres organes que l'organe initial dans lequel le cancer s'est développé, et qui vont souvent, parce qu'il y a des énormes progrès des thérapeutiques, pouvoir vivre. Alors après, là, je le dis de manière générale, mais ça va dépendre évidemment beaucoup de quel type de cancer. Mais par exemple, sur le cancer du sein métastatique, aujourd'hui, on a des femmes qui vivent 20, 30, 40 ans, toute leur vie, avec des cancers du sein métastatiques. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans la chronicité. Ah oui, d'accord. D'autres cancers aussi, on arrive à... Le chiffre, combien il y a de patients qui ont des maladies chroniques, en fait, c'est le chiffre de tous ceux qui ont des maladies métastatiques que l'on arrive à contrôler grâce au traitement. Mais je n'ai pas un chiffre exhaustif à donner, malheureusement. D'accord. Martin, on arrive à... Donc, il y a ces maladies-là se traitent par on va dire, certains médicaments, c'est ça, spécifiques? Oui, il y a quand même eu des avancées au cours des dernières années. On arrive quand même aujourd'hui à non seulement soigner, mais guérir quand même des maladies graves. Il y a quand même des cancers qui se traitent aussi plus ou moins bien après derrière en fonction du type d'organe atteint. Mais on a par exemple, aujourd'hui, on peut arriver à traiter certaines pathologies comme certaines hépatites et à les guérir avec certains médicaments, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc il y a quand même une qualité de vie effectivement qui est redonnée à beaucoup de personnes par on va dire la médecine thérapeutique, en fait, par l'allopathie. Mais effectivement, on ne peut pas se dédouaner non plus uniquement sur le traitement. Et c'est souvent, des fois, ce que je vois au comptoir au niveau de la pharmacie, c'est que souvent les gens ont un peu tendance à vouloir se dédouaner avec un médicament. En prenant la pilule, ça y est, tout est réglé. Par exemple, un diabétique qui va avoir tendance à user et abuser un peu trop de sucre en se disant bon, mon traitement va bien corriger et va bien faire l'affaire. Mais ça, c'est pas du tout la bonne approche. Il faut vraiment traiter en préventif.
Et après, on voit le curatif. Et l'hygiène de vie est effectivement essentielle, et l'hygiène alimentaire notamment. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des traitements qui permettent de traiter un cancer du foie ou un cancer du pancréas ? Oui, traiter, oui. Guérir, c'est une autre histoire. Ça va dépendre de la personne aussi après derrière, et de sa condition, de son âge, de plusieurs facteurs après derrière. En tout cas, on arrive à prolonger la vie de certains patients qui ont des cancers qui avant étaient considérés comme engageant le pronostic vital à très court terme. Donc ce que tu cites, l'exemple du cancer du pancréas qui est dans la population générale considéré comme un cancer vraiment très 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 grave à court terme. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à vivre quelques années. Enfin, voilà, on a réussi à augmenter l'espérance de vie. Et pour le cancer du foie, tout dépend si c'est un cancer du foie primitif ou si ce sont des métastases hépatiques d'un cancer venant d'un autre organe. Donc là, pareil, ça dépend de quoi on parle exactement, mais certains patients vivent des années avec des cancers métastatiques du foie. D'accord. Et sous traitement, ils arrivent à tenir quand même, plus qu'avant. C'est ce que tu dis. C'est plus longtemps qu'il y a quelques dizaines d'années. En fait, c'est ça. D'accord. Okay. Absolument. Ok. Très bien. Oui, Jean-Paul, tu voulais dire un mot ? Oui, je voudrais dire quelque chose de très important concernant justement l'origine d'une maladie grave, qu'on le considère grave actuellement. L'observation que j'ai faite dans la ruralité profonde, j'ai un métier, je suis passé par une formation agricole, j'ai vécu le cœur des campagnes et j'ai eu beaucoup de connaissances de la manière dont nos anciens ruraux, agriculteurs, etc. vivaient et qui sont arrivés en des âges assez avancés, en bonne santé. Là, on peut quand même observer que leur nourriture, leur diététique, malgré la rudesse et le mode spartiate de leur vie, eh bien, ils ont quand même vécu, ils ont traversé. Je ne dis pas que le cancer n'existait pas il y a 60-70 ans, mais ils ont quand même atteint des âges dépassant 80 ans, et dans des conditions, je dirais, vraiment exemplaires, à se poser la question, quels sont les remèdes, ou quel est le remède qu'ils ont utilisé pour arriver à un âge avancé avec une santé. Une santé aussi élevée. Aussi élevée. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a cette... c'est pas un dogme, mais il y a une communion avec la nature. Je pense que aujourd'hui, on veut ignorer certaines lois de la nature, de l'univers, qui s'imposent. On nage à contre-courant et malheureusement, nous sommes avec cela traversés par un champ émotionnel qui aggrave et amplifie les maladies graves. Oui. Mais on y reviendra après parce que je pense que ce que tu dis revient sur un fait précis qui est que l'activité physique en extérieur rehausse considérablement Voilà. Et alors, d'abord en premier lieu, parce qu'on était à la deuxième cause de gravité, donc on a dit alcool, alimentation et tabac, alcool. En troisième cause, alors là c'est plus complexe, on va dire, c'est l'alimentation effectivement. Et qui représente là, dans les cancers à peu près 6%, c'est les chiffres que je vois. Alors sous toute réserve, parce qu'il faudrait mais c'est 6-7%, 17 000 décès par an. Et là, il est invoqué notamment les viandes rouges, la charcuterie. Et notamment pour la charcuterie, ça serait passé en groupe 1, c'est-à-dire cancérigène prouvé. Alors là, je suis très surpris. On a quand même des choses ça veut dire que l'alimente certaines habitudes ou traditions religieuses prennent tout leur sens par rapport à ce qui est écrit là. Jean-Paul, c'est peut-être ou Martin, tu as peut-être les deux ont un mot à dire, oui. Et après Sylvie, peut-être, oui. Alors moi, je vais abonder dans le sens de Jean-Paul par rapport au mode de vie des anciens en milieu rural. Parce que moi, j'ai exercé environ 15 ans en pharmacie, donc en milieu rural, et je voyais beaucoup de mes patients qui avaient effectivement une activité modérée en fait agricole dans leur petite exploitation, dans leur petite ferme, où tous les matins ils se levaient en fait pour aller travailler, pour aller cultiver, bêcher leur carré en fait
potager, on va dire, et leur basse-cour. Et en règle générale, ces gens-là avaient un traitement extrêmement léger, quasiment pas de traitement, par exemple, pour le diabète ou l'HTA, par rapport à d'autres personnes qui pouvaient vivre en campagne, mais qui avaient finalement un emploi citadin après, qui n'avaient pas cette activité régulière, quotidienne, et d'autoculture, en fait, de leur propre alimentation. Tu es en train de dire, finalement, que l'activité physique, indirectement, parce que c'est Oui. des gens qui tout le temps dehors, en activité à bêcher leur potager, Oui. les immunise presque totalement de Alors soit après, c'est une de maladies constatation. graves ou allège les Oui. traitements de façon considérable. Moi, ça a été une constatation de fait, en fait, de voir que sur les traitements, sur les ordonnances, après derrière, qui étaient faites, on avait des personnes qui pouvaient être centenaires ou d'un âge vraiment très avancé, avec des fois une ligne de médicaments, par rapport à un diabétique qui peut en avoir 10 ou 15 après sur son ordonnance. Ah là là, d'accord. Sylvie, peut-être tu peux nous en dire un mot sur ce sujet, l'alimentaire. De nouveau, je n'ai pas de chiffres malheureusement, mais je vois bien que oui, il y a beaucoup de travaux qui se développent sur les questions de l'alimentation. Moi, ce que je retiens, en tout cas, de tout ce qu'on peut voir auprès de nos patients, là, je sors de la question des chiffres, c'est que beaucoup de patients cherchent à faire des régimes extraordinairement compliqués, supprimer le sucre, faire du sans gluten ou des régimes végétariens, véganes, etc., parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir trouver un moyen de contrôler leur maladie, alors que dans la plupart des cancers, ce qu'on sait que c'est ce qu'il faut, c'est un régime alimentaire équilibré, qui évite d'avoir trop de graisse, trop de sucre, mais il en faut quand même, qui évite d'être en grand surpoids. Et j'ai conscience, enfin, je trouve que c'est très frappant à quel point les gens souvent investissent cette question de l'alimentation et se mettent à avoir des comportements alimentaires très différents de ce qu'ils faisaient avant, mais parfois de manière un peu excessive. Alors que dans toutes les études sur c'est quoi une bonne alimentation dans le cadre du cancer, la plupart du temps, la réponse, ce sont des choses extrêmement simples. C'est il faut avoir une alimentation équilibrée, il faut manger un peu de tout, il ne faut pas avoir d'excès de certains aliments et il faut toujours l'associer évidemment à l'activité physique adaptée qui vient d'être soulignée et pour laquelle, alors là, on a énormément de données d'évidence médecine fondée sur, de preuves, scientifiques, evidence-based medicine, qui montrent que l'activité physique adaptée, alors là, pour le coup, et ça sort de manière incroyable dans les études des 10 dernières années, il y a eu énormément de travaux dans le domaine, qui montrent que ça a un intérêt direct à la fois sur la prévention du cancer et aussi sur la meilleure tolérance des traitements, la meilleure réponse à certains traitements, des meilleurs taux de rémission et une diminution de risque de récidive chez des gens qui ont été traités. Donc voilà, j'associe moi, en tout cas, ces deux facteurs qui sont quand même souvent très liés dans l'hygiène de vie, la question de quel genre d'alimentation et quel genre de comportement en termes de mobilité physique. Oui, il y a les deux. Il y a un facteur aggravant et puis il y a un facteur qui est guérisseur. En fait, c'est ça que... Protecteur, je dirais. Oui. Non, guérisseur peut-être pas, mais protecteur. Protecteur. Oui. Alain, tu voulais dire un mot ? Oui, on ne parle pas assez, dans le cadre de l'alimentation, de l'eau de boisson, que ce soit des animaux ou des humains. J'ai constaté une série de cancers chez des amateurs d'animaux qui avaient des ânes, des chiens, des tas d'animaux, et tous avaient des cancers, tous. Et je me suis aperçu que tous ces gens buvaient l'eau du puits. Et cette eau du puits a été analysée, et elle contenait du radon 222, qui est un radioélément. Ensuite, j'ai constaté qu'autour de certaines centrales nucléaires, je n'ai pas l'expérience de toutes, mais de certaines, l'eau coulait radioactive au robinet. On trouvait du tritium. Or, le tritium est le résultat de l'activité industrielle. Parce qu'aux arrêts de tranche, il y a de l'eau des piscines de refroidissement qui s'écoulent depuis 30 ans dans les nappes phréatiques. Et puis, par ailleurs, à un moment donné, mon épouse avait des douleurs à se tordre, des douleurs de l'abdomen. Et elle a des intuitions. Et tout d'un coup, dans la nuit, elle m'a dit « Alain, est-ce que tu as vérifié l'eau ?» Alors, je me suis levé à 2h du matin. J'ai mis l'eau d'une bouteille qui venait de la région des volcans. Et j'ai mesuré avec le mini-trace gamma de chez Safimo, utilisé dans les centrales nucléaires, le niveau de radioactivité. Et je suis arrivé à 16 fois le maximum autorisé par l'OMS pour les eaux de boisson. Ouf, eh bien oui, alors là, écoute... Elle a arrêté de boire cette eau et c'était terminé.
Mais là, c'est des cas, oui, c'est quelques cas que tu nous cites, c'est à recadrer par rapport à une statistique d'ensemble, toujours. Bon, je lis dans la littérature beaucoup d'études qui ont été menées sur les effets cancérigènes dans l'alimentation et de certains agents de conservateurs à base de nitrites, précurseurs d'une famille de composés cancérigènes, des nitrosamines, d'après ce que j'ai lu. Il y a peut-être aussi le tritium, évidemment. Il y a une liste de 100 ou 150 produits chimiques déclarés dangereux par le CIRC, qui est l'Institut de recherche sur le cancer, et qui mettent en évidence effectivement des problèmes sur l'alimentation. Mais il faut toujours recadrer ça par rapport aux statistiques d'ensemble, c'est-à-dire que les cancers liés à l'alimentaire, ça reste quand même très minoritaire, 6 à 10% maximum. Donc, il faut recadrer par rapport aux lois statistiques, Alain. Ah oui, alors je suis quand même... je respecte tout à fait l'avis d'oncologues et de médecins quand ils disent que l'alcool et le tabac sont les premières causes de mortalité en matière de cancer. Je veux bien les croire, mais j'ai dans ma clientèle beaucoup de gens qui fumaient beaucoup et qui n'ont pas eu de cancer de toute leur vie. Mon grand-père fumait 2 paquets de cigarettes pendant toute sa vie. Il est mort à 80 ans. Il n'avait pas de cancer du poumon. D'autres qui, au contraire, ne fumaient pas et qui en avaient. J'ai connu des gens qui buvaient énormément d'alcool, qui avaient des cirrhoses du foie, mais pas de cancer du foie. Bon. Et donc, j'aimerais qu'on fasse la statistique des gens qui boivent beaucoup et qui fument beaucoup et qui n'ont pas de cancer. Alors, je n'ai pas de statistiques données, malheureusement, sur le sujet. Donc, c'est la contraposée. Effectivement, quand on teste une hypothèse, on teste l'hypothèse H bar, enfin la négation de l'hypothèse H. Mais je n'ai pas de données à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas, Jean-Paul. Cela vient absolument soutenir ce que vient de dire Alain. Ça a prouvé, ça soutient que le comportement de nos agriculteurs, de nos paysans, qui fumaient leur papier maïs, qui buvaient leur goutte, leur gnôle, pastis, etc., eh bien, n'ont pas forcément été atteints automatiquement par ce type de comorbidité. Donc, s'il faut bien le dire, alors, soit c'est volontairement occulté par les statisticiens, soit, je pose la question. Je pense qu'il faudrait donner des éléments, des sources réellement, qui sont réelles, qui peuvent être vérifiées et qui sont vérifiables. Martin. Alors, moi, je veux trouver, pardon. Oui. Non, vas-y, Sylvie. Vas-y, parle. Non, mais là, je suis sur le site, par exemple, de l'Institut national du cancer qui publie régulièrement des chiffres. Moi, je pense que l'histoire des facteurs de risque, comme le dit le nom facteur de risque, ça veut dire que ça augmente le risque du sujet exposé aux facteurs, alcool ou tabac, tel qu'on le discute actuellement, par rapport à quelqu'un qui ne fume pas ou qui ne boit pas. Ça ne veut pas dire qu'il aura obligatoirement un cancer, ou sous prétexte qu'il fume ou qu'il boit. Donc pour moi, ce n'est absolument pas contradictoire de dire qu'il y a des gens qui fument beaucoup et qui n'auront jamais le cancer du poumon ou de l'œsophage, et qu'inversement, des gens sans avoir ce facteur de risque vont le développer, mais statistiquement, à l'inverse, les risques relatifs de développer certains cancers liés au tabac sont absolument démontrés dans la littérature et sont massifs pour l'alcool et le tabac. Donc, pour moi, ce n'est pas contradictoire. Je sais bien que les patients, souvent, nous rapportent ça, mais je ne comprends pas pourquoi moi, j'ai un cancer des cordes vocales, alors que mon papa, qui fumait 4 fois plus que moi, n'a jamais eu de cancer et est mort à 100 ans. Donc, ce n'est pas... ce ne sont pas des données opposées, parce que les histoires de facteurs de risque, ça veut juste dire que ça augmente le niveau de risque de l'individu qui y est confronté de temps. Un risque relatif de 2, de 4, de 8, de 20, ça dépend des facteurs de risque. Pour résumer ta pensée, Sylvie, ce que tu veux dire, c'est que le tabac, l'alcool, c'est des facteurs aggravants, mais ça dépend de là où on part. C'est ça, en fait, que tu dis. Non, j'essaie de dire que les histoires qui viennent d'être rapportées, pardonnez-moi, je n'ai pas les prénoms de ceux qui viennent de parler. Jean-Paul et Martin. Je suis désolée de ne pas être avec vous. Alors. Eh bien, elles sont bien sûr des réalités. Il y a des tas de gens qui fument et qui ne développent pas de cancer, et des gens qui ne fument pas et qui développent des cancers, y compris des cancers qui peuvent traditionnellement être considérés comme liés au tabac, et que ça, oui, bien sûr, puisque quand on parle de facteurs de risque, ça veut juste dire que tel facteur, là on parle du tabac, c'est l'exemple, eh bien ça augmente le risque du sujet qui fume par rapport à celui qui ne fumerait pas, à autres facteurs de risque égaux.
Donc c'est tout, donc ce n'est pas contradictoire, mais n'empêche que quelqu'un qui fume beaucoup depuis plus de nombreuses années, on peut calculer son risque relatif de développer un cancer lié au tabac dans sa vie, et les risques relatifs sont très élevés par rapport à celui qui ne fume pas. Ah voilà, d'accord. C'est en comparaison d'un non-fumeur. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok. C'est la notion de risque relatif. C'est une notion de Mais risque c'est des données relatif. statistiques, effectivement. Et donc, pour des cas individuels, Oui. le cas individuel, soit il a le cancer, soit il ne l'a pas. Donc, c'est 0 ou 100%. Alors que quand on parle du facteur de risque en général, eh ben, on est dans l'idée de quelle est l'augmentation du risque dans la vie de cette personne-là parce qu'elle fume ou parce qu'elle boit ou parce qu'elle fume et qu'elle boit, etc. Moi, je dirais, alors je serais tenté de parler tenter de parler de bouclier. Alors, le premier bouclier, l'hygiène de vie, en amont. C'est vrai que les facteurs de risque pour celui qui boit l'alcool, qui fume énormément, sont là, sont bien présents. Ce qui serait intéressant de voir, c'est quel est le type de bouclier qu'il possède ou qu'il s'est créé s'il ne développe pas ou s'il ne concrétise pas la maladie, le cancer ou autre type de maladie, quoi. Tout à fait. Alors dans les causes, je vois, de cancer, toujours en poursuivant sur les statistiques que je vois, il y a également l'obésité qui jouerait un rôle dans près de 4% des cancers, et donc beaucoup de cancers hormonodépendants. Voilà. Donc ça représente une des causes majeures de maladies graves, effectivement. Et donc voilà. Donc on revient à nouveau sur un des problèmes, ce qui est le problème alimentaire, viande et charcuterie. Martin, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres éléments qui peuvent déclencher dans l'alimentaire classique, qui augmentent les risques de cancérigènes? Est-ce que tu en connais? Il peut y avoir les modes de cuisson. Oui. Par exemple, c'est vrai qu'il y a eu des liens qui ont été apparemment établis avec des cuissons, par exemple au barbecue, ou avec des pyrobenzènes et autres qui seraient retrouvés après dans les aliments par rapport à des modes de cuisson vapeur et vapeur douce, notamment. Après, il y aura également... On a parlé de l'aluminium à un moment donné, qui serait présent dans l'aliment, dans les alimentaires, qui serait une des causes, paraît-il. Alors attention, je n'ai pas de données précises sur le sujet. Non, mais des démences séniles, Alzheimer, il y a des liens démences, qui auraient été établis par rapport à ça. Dans l'alimentaire. Bon, là, on peut aussi prévenir et utiliser plutôt de l'inox que de l'aluminium. D'ailleurs, aujourd'hui, il est rare quand même de trouver des casseroles en aluminium, on va dire, pures. Mais c'était effectivement le cas à l'époque. Il y a quand même des avancées. On a, par exemple, évité le saturnisme, alors qu'à l'époque, on utilisait des canalisations en plomb, quand même jusqu'au début du siècle, si je ne m'abuse, dans toutes les maisons de France et de Navarre. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose. Mais effectivement, peut-être, alors je pense qu'on va y arriver par la suite, il y a quand même un gros problème aujourd'hui. On a parlé de l'eau, on a parlé de l'alimentaire, mais il y a l'air. Alors on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Là, c'est quand même un gros point. Deuxième partie. Dans les produits dits très embêtants et polluants, source de cancer, j'ai une liste qui est non exhaustive, je la mets en vrac, alors une fois de plus trouvée dans la presse publique ou ailleurs. J'ai amiante, bien sûr, benzène, arsenic, formaldéhyde, gaz moutarde évidemment, iode 131, poussière de bois, alors là c'est un élément classe 1, c'est-à-dire qui est prouvé cancérigène, goudron de houille et pesticides également. Alors, pesticides, je ne sais pas, Jean-Paul ou Claudine. Oui, concernant les pesticides, alors effectivement, on est bien placé, nous ici en Gironde, pour avoir donc des cas qui sont vraiment multipliés de viticulteurs qui utilisaient donc à outrance toute la gamme des pesticides pour nous protéger contre les mildious, les oïdiums, etc. Donc, oui, effectivement, les pesticides sont l'une des causes principales, de cancer ou d'autres maladies graves. Oui. C'est sûr. C'est vérifiable, tout à fait. Bon, l'OMS donne ce chiffre, 10% de proportion des cancers serait liée au travail. Donc 10 000 à 20 000 cas de cancer par an, entre 15 à 30% reconnus. Ce sont des chiffres divers et variés qui viennent de différentes sources et qui sont quelquefois antagonistes ou très éloignés les uns des autres.
On en parlera un peu plus tard. Sur l'alimentaire, Sylvie, est-ce qu'il y a d'autres choses dans l'alimentaire où on sait que des aliments à éviter? On a parlé des charcuteries, on a parlé de l'alcool. Est-ce que tu vois d'autres choses ou est-ce que c'est bien là le mal du siècle? Écoute, moi, je ne suis pas suffisamment compétente pour répondre avec des chiffres. Excusez-moi à nouveau. Ce que je sais, c'est que toutes les études, je l'ai déjà dit, je crois, toutes les études qui regardent les facteurs alimentaires arrivent à l'idée qu'il faut essayer d'avoir un poids entre guillemets normal, c'est-à-dire d'avoir un BMI, le Body Mass Index, qui soit dans des normes, et d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Et c'est ça vraiment les préconisations. Il y a des rapports qui ont vraiment tenté d'évaluer l'apport de certains régimes que les patients font d'eux-mêmes, parfois sans même en parler à leur oncologue, et parfois avec des régimes extrêmement contraignants pour des gens qui avaient une alimentation variée, qui se mettent du jour au lendemain au régime sans gluten ou sans sucre du tout, etc., alors qu'il n'y a aucune utilité connue ou reconnue de ce genre de régime pour lutter contre le cancer. Pour moi, le message, c'est d'essayer d'aider nos patients déjà à avoir accès aux informations vérifiées et qui leur montrent que c'est peut-être pas la peine qu'ils se contraignent avec des régimes dont on n'a jamais prouvé l'utilité sur l'évolution de la maladie cancéreuse, et de les aider à revenir à des choses plus classiques. Voilà ce que moi je peux dire. En tout cas, c'est vraiment dans le versant de la clinique, l'accompagnement des patients dans les soins de support, où on a prise en charge par des diététiques, des nutritionnistes, etc. Un des gros travaux qui est fait, c'est de lutter contre certaines idées reçues ou des représentations qui font que les gens vont s'engouffrer dans des régimes X, Y, Z, ou modifier des alimentations de manière drastique, ou carrément faire des jeûnes. L'histoire du jeûne, c'est aussi une notion. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres invités à la table ronde aujourd'hui, mais pour moi, en tout cas, travaillant dans un centre de lutte contre le cancer, avec la littérature à laquelle j'ai accès, le jeûne n'a jamais apporté aucune efficacité directe sur l'évolution de la maladie. Après, parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger dans certains moments des traitements, par exemple de chimiothérapie, parce qu'ils ont des nausées, des vomissements, etc. Et là, évidemment, ils peuvent se restreindre de manger, mais juste pour des périodes courtes. Mais le message général, c'est alimentation variée, équilibrée, qui apporte une quantité de calories suffisante pour maintenir son poids. S'ils sont dénutris, ce qui est un élément majeur, là, pour le coup, il y a tout un travail de fond pour remettre le patient dans un état nutritionnel meilleur. Et si jamais ils sont en surpoids ou en obésité, les aider à retrouver un poids plus dans les normes pour ne pas avoir de complications liées à l'obésité. C'est la séduction commerciale. Tous ces nouveaux régimes, c'est vraiment de la séduction commerciale, quoi. Oui. Alors après, c'est effrayant comme les patients s'accrochent. C'est aussi ça que je veux dire. Moi, je suis très très frappée de ce côté-là. Oui. J'en avais parlé avec Jean-Marc pour préparer. Tout à fait. Mais c'est un facteur plus général, c'est à quel point les personnes parfois s'accrochent à des choses sur lesquelles ils peuvent agir, ce qui est une autre dimension qui sera peut-être évoquée plus tard dans l'émission. C'est-à-dire que un régime alimentaire, une manière de manger, de bouger, etc., on a un moyen d'agir dessus, plus que la biologie, la génétique ou les causes internes du cancer. Et donc, le fait que les gens s'engouffrent parfois dans ces régimes, c'est lié à beaucoup de croyances. C'est une forme de déni aussi, on en a parlé, de la réalité. C'est-à-dire des gens qui ne veulent absolument pas voir la réalité et qui cherchent une excuse extérieure dans un régime, un aliment ou un environnement à une maladie ou à quelque chose qui prend sa source ailleurs, quoi. C'est ça qui revient. Et là, on est dans le domaine de la psychologie pure, c'est ce que tu dis. C'est ça. OK. Alors, je vois aussi dans les causes de cancer, mais ça, c'est beaucoup plus... dans les chiffres beaucoup plus faibles, mais ça existe quand même. Donc je les cite malgré tout. L'éclairage artificiel. Alors je lis, éclairage artificiel est parfois assimilé à la catégorie pollution lumineuse pour le cancer du sein, via une perturbation endocrinienne chez les femmes exposées à une lumière artificielle, notamment la nuit. Les femmes travaillant en équipe de nuit ont
ont un risque de cancer du sein plus élevé lié à un éclairage artificiel très prolongé. Martin, tu veux intervenir ? Oui, c'est relativement physiologique, si je ne m'abuse, dans le sens où nous sommes régis par 2 hormones majeures que sont le cortisol et la mélatonine, au niveau du cycle veille-sommeil, où le matin, les rayons UV en fait, impactant la rétine, produisent en fait un pic de cortisol, enfin induisent la production d'un pic de cortisol au niveau de l'organisme. Cortisol qui est quand même une hormone qui quand même, on va dire, envoie quand même un certain signal on va dire de dynamisme, on va dire, par rapport à qui met en route, on va dire, l'organisme, mais qui va un peu à l'encontre du sommeil, qui a quand même clairement un rôle de réparation, d'épuration après derrière aussi de l'organisme. Notamment, je crois que le foie, en ayant vu dernièrement un auteur expliquer ça de manière très précise après un médecin qui disait que clairement le foie devait opérer au niveau du sommeil aux alentours de 3 heures en fait, du matin pour vraiment épurer littéralement l'organisme après derrière. Donc si on n'a pas un bon cycle, enfin une bonne alternance de cycle veille et sommeil, c'est compliqué, je pense aussi après derrière, d'être vraiment actif dans la journée et d'être vraiment réparé, reposé la nuit, épuré, prêt à redémarrer après derrière sur le coup. Donc s'il y a des pollutions lumineuses, il y a peut-être un lien effectivement par rapport à ça. Voilà, je le cite très simplement. Après, dans des toutes petites proportions inférieures à 1%, on parle beaucoup de la radioactivité, mais là il faut être... je suis pas particulièrement pro-écologiste, etc. Il faut être très mesuré dans ce qu'on dit. Mais la radioactivité aujourd'hui, dans les faits, a pu provoquer des cancers ou autres, notamment suite à Tchernobyl. Mais alors là, du coup, surtout en Biélorussie et en Ukraine. Bon, l'Ukraine avec l'actualité malheureusement qu'on connaît. Mais en France, les taux de cancer de la thyroïde sont extrêmement faibles et il n'y a pas eu d'augmentation très significative. Donc il faut rester très prudent sur les grandes annonces d'accidents, etc. Les chiffres, voilà. Par contre, il y a le tritium évoqué par Alain Deluzan. Là, je ne sais pas. Le radon 222 qui est lessivé par les rivières qui, après avoir lessivé des roches granitiques, deviennent souterraines. Et je mesure avec mes appareils un niveau de radioactivité important lié au radon 222 à la verticale des vannes d'eau souterraines. D'accord, donc ça c'est un fait précis, là il n'y a rien à dire. Alors ensuite, on parle des ondes électromagnétiques, la lumière blanche, etc. Oui. Je pense qu'on n'accorde absolument pas l'importance qui compte au niveau des cofacteurs de cancer et qui sont liés à des ondes électromagnétiques. On connaît simplement la lumière du soleil, les X, les gamma, les ultraviolets B et C dans la jeunesse des cancers de la peau, mais on méconnaît totalement une chose qui est complètement capitale à travers mon expérience de 1500 cas de cancer chez les gens et non pas à distance. Bon, je m'aperçois que les lits sont mal positionnés dans bien des cas. Je ne dirais pas dans 100% des cas, mais par rapport à un système électromagnétique dans une maison. Oui, alors je vais m'expliquer simplement, si vous m'accordez juste 5 minutes, parce que c'est un point important. D'accord, et après on fera une pause. On fera une pause. L'écorce terrestre est très fine, on n'en a pas conscience, elle flotte sur le magma. Son épaisseur moyenne est de 40 km. En dessous, il y a le magma qui fait partie du manteau sur une épaisseur de 2870 km. La question centrale qu'on ne se pose pas assez, c'est pourquoi est-ce que les chaleurs du magma sont comprises entre 2500 et 3600 degrés. Et la réponse est chaîne de désintégration radioactive allant de l'uranium au plomb. Uranium, francium, protactinium, astate, radium, radon 122, polonium, bismuth et plomb. Dans la Terre. Et c'est ça qui fait fondre la roche. Et bien sûr, comme dans le cas des bombes nucléaires qu'on a connues durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des émanations fortes de rayonnements ionisants X et gamma. Qui viennent de la Terre. Qui viennent de la Terre, absolument, et qu'on trouve, c'est ce qu'on appelle la radioactivité naturelle. On connaît celle qui vient du Soleil, on méconnaît totalement celle qui vient de la Terre. Et il se trouve que les Allemands avaient établi une corrélation entre les cancers, l'apparition des cancers et le positionnement du lit où on passe le tiers de sa vie à la verticale des cours d'eau. Alors effectivement, il y a la question du radon 222 qui est un cofacteur lui aussi,
Mais il y a surtout, et je le mesure avec mes appareils, un niveau de radioactivité gamma dont l'intensité peut être 4 fois supérieure à l'endroit précis où démarre la tumeur par rapport à l'environnement du lit. Alors, si les gens ne me croient pas, c'est très simple. Oncologue, écoutez-moi. Travaillez simplement, prenez les listes des chambres de vos hôpitaux, mettez-les en ordonnée, verticalement, et à chaque fois qu'il y a un mort, dans un lit précisément, vous cochez, vous mettez une barre. Et vous allez vous rendre compte très rapidement, au bout de quelques mois, qu'il y a des lits d'où l'on sort rarement vivant. Ah oui. Voilà. Okay. Je dis la même chose aux personnes qui tiennent des maisons de retraite. Écoutez-moi, notez les numéros des chambres en verticale et à chaque fois qu'il y a un mort dans un lit, vous mettez une barre. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une progression très très nette des cancers, des cas de cancer dans certains lits. Écoutez-moi, faites-le. Alors bien sûr, le cancer rapporte beaucoup d'argent, j'en suis sûr, et on se demande si ça ne fait pas vivre plus de personnes que ça n'en tue. Mais moi, je travaille dans l'intérêt des populations, je tiens à dire les choses. Alors quand on calcule les pourcentages en disant le tabac et l'alcool, c'est 40%, est-ce qu'on a donné sa véritable place à la radioactivité naturelle sous 2 formes? Premièrement, les rayonnements ionisants X et gamma, ultraviolets B et C. Deuxièmement, les radioéléments tels que le radon 222 et les radioéléments qu'on trouve dans l'eau de boisson. Et après, on pourra faire des pourcentages sérieux. Très bien. Bon, on va faire une petite pause. Boris, on va lancer la musique de la pause pour une petite minute et puis on reprendra tranquillement après la pause. Voilà. Till that morning, there's
nothing can harm you. Yes, with daddy and mommy standing by. And the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good looking. Why don't you say, oh, So hush, little baby, oh yeah. baby, don't you cry. Oh, don't you cry. Oh, don't you cry. Oh, don't you cry. Oh, that's I said. Et nous voici repartis dans notre émission sur l'origine des maladies graves. On aborde la deuxième partie de l'émission qui porte sur un sujet qui est difficile parce qu'il y a beaucoup de données contradictoires, j'insiste, qu'il est difficile d'y voir clair. C'est sur les pollutions liées environnementales. Et Dieu sait si le sujet est politique, et pourtant à la base c'est très technique, hein, c'est des mesures. Et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, premier chiffre qui est cité dans le rapport de Barbara Pompili, qui, je rappelle que Barbara Pompili était la ministre de l'écologie, et elle était à l'origine de la loi climat qui a été votée en août 2021. Donc je rappelle que cette loi va limiter considérablement tout un ensemble un ensemble de circuits industriels qui sont maintenant plus ou moins condamnés, notamment les voitures diesel, l'aéronautique en excès. Ça va jusqu'au repas végétarien dans les administrations. Et ça va aussi vers des toits solaires pour les grandes surfaces. La limitation de la consommation électrique dans l'habitat et le logement locatif. Il y a plus de 120 articles, donc je ne vais pas tous les détails là, mais dans ce rapport, il est mentionné un nombre de décès avec une causalité de pollution qui est absolument terrible. 45 000 morts par an, c'est beaucoup. Et donc, d'essayer d'y voir plus clair sur ce sujet. Alors, dans tous les articles et les études qui ont pu être menées, je vois, notamment aux États-Unis, une augmentation énorme de cancers pédiatriques aux États-Unis. Également beaucoup d'articles concernant les victimes de la pollution qui seraient les enfants. Depuis les années 60, on voit un doublement des problèmes asthmatiques chez les jeunes enfants entre 1960 et l'année 2000. Et alors surtout, ce qui m'embête beaucoup et ce qui m'interpelle au plus haut point, c'est une étude anglaise menée en 2018-2019 sur les enfants de 8 à 10 ans dans des zones urbaines très polluées, qui constate une diminution des capacités pulmonaires de 10% et une baisse de quotient intellectuel, tout simplement parce que le cerveau est moins irrigué, etc. Il y a aussi une étude de l'INSERM qui date de 2012-2013 sur l'influence des particules fines. Bon, c'est les moteurs diesel. Et là, qui ferait état notamment d'une
qui préciserait une augmentation des malformations congénitales et également de l'apparition d'une incrémentation des troubles autistiques chez les enfants du fait de particules fines. Alors voilà, donc ça m'ennuie beaucoup. Je suis très interpellé par ces chiffres qui montrent qu'il y a une catégorie de la population en fait, qui est peut-être très sensible à ces pollutions et qui engendre des problèmes congénitaux et également, parce que ça c'est le haut de l'iceberg, mais ça veut dire que sur des durées très longues, avant que les problèmes apparaissent, il y a d'autres problèmes de vie quotidienne qui apparaissent en relation avec la pollution. C'est pas forcément grave, mais ça peut être des dégradations dans la vie sociale. Aussi un élément qui est important, je le dis, parce que ça permet de contrebalancer les hypothèses. À Dunkerque, ils ont voté, il y a quelques années, le tram gratuit. Et vous allez voir où je veux en venir. Cette décision a engendré une diminution de la pollution urbaine parce que le trafic a baissé de 50% à Dunkerque en l'espace de quelques mois, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ne plus prendre la voiture. Et curieusement aussi, une diminution énorme des incivilités et des comportements un peu violents dans la vie quotidienne. Alors, est-ce que c'est du fait de la pollution ? Mais tout ça, c'est un tout. Ça veut dire que la pollution créerait une augmentation de certaines morbidités ou maladies graves, et également une perturbation dans la vie sociale, c'est-à-dire une perturbation engendrant des incivilités ou des perturbations touchant même peut-être l'équilibre des familles. Martin, est-ce que tu as peut-être, ou Jean-Paul, Alain, voilà les données que j'ai sur le sujet. Alors, moi, au niveau de la pollution, clairement, j'ai quand même deux organismes, l'un français et l'autre international, qui ont quand même publié deux rapports, l'un et l'autre, chacun son rapport, l'un datant de 2019 et l'autre de 2022, qui disent en substance, alors, qui a un lien clair et net d'augmentation du risque, effectivement, des maladies graves avec la pollution. Donc, le premier, c'est un avis du Conseil économique, sociétal et environnemental qui date du 5 juin 2019, où, au niveau de la page 19, on dit clairement, il est clairement évoqué les conséquences des pollutions sur la santé, la relation, je cite, la relation entre les pollutions des milieux et la prévalence des maladies chroniques est étroite et de plus en plus établie scientifiquement. Bon, là déjà, on a déjà un premier avis clair, net et précis. Alors je précise quand même un détail important, c'est aussi la prévalence, ça c'est intéressant, parce qu'on parle de fréquence, on parle également d'incidence ou de prévalence. La prévalence, c'est vraiment, on va dire, une espèce de photographie de tous les cas nouveaux, mais de tous les cas, en fait, aussi anciens. C'est une espèce de bilan, on va dire, de photographie comptable, si je puis dire, de l'ensemble des malades, en fait, par rapport à la population considérée. Donc ça, c'est quand même assez important. La deuxième source, c'est l'OMS, qui l'a fraîchement publié le 19 mai 2022. Ces statistiques donc, de santé mondiale. Et à la page 52, on voit clairement quand même écrit un petit entrefilet qui s'appelle « Outdoor Air Pollution », donc pollution de l'air extérieur, où il est écrit, alors je vous fais ma traduction, presque toute la population mondiale, entre parenthèses 99%, respire des particules fines et du dioxyde d'azote de façon malsaine. C'est l'OMS. Ça, c'est l'OMS, oui. dans le rapport qui est accessible sur leur site. Donc, ce rapport qui date du 19 mai 2022. Et il est également donc écrit « Les particules, en particulier les PM2,5, sont capables de pénétrer profondément dans les poumons et entrant dans la circulation sanguine, ce qui peut causer des complications cardiovasculaires, cérébrovasculaires, donc entre parenthèses accident vasculaire cérébral, et respiratoires. » Alors sur les AVC, j'ai une donnée aussi qui rejoint la tienne, avec une statistique un peu dispersée, mais bon, je vais quand même la donner.
La pollution serait un facteur important de l'apparition des AVC. Dans les pays dits évolués à haut revenu, ça serait 10-15%. Et dans les pays à bas revenu, alors je ne sais pas pourquoi il y a cette distinction, ça serait plus de 35%. Donc il y aurait en Afrique notamment, l'AVC lié à la pollution, ou en Chine, serait d'un niveau 2 à 3 fois plus élevé que dans les pays européens. Oui, ce qui va de pair, effectivement, avec aussi les normes qui ne sont pas forcément les mêmes dans ces pays émergents par rapport aux pays industrialisés. Les normes à Shanghai ne sont pas les mêmes qu'en Belgique. Oui. À ce sujet, je voudrais juste poser une question. Comment se fait-il qu'en matière d'hyperfréquence, je parle des gigahertz mesurés en téléphonie mobile, le maximum autorisé en France soit de 6 volts par mètre et qu'à Florence, en Italie et à Salzbourg, ce soit simplement de 0,6, c'est-à-dire 100 fois moins. Je pose la question, pourquoi ? Tu veux dire oui. Alors là, oui. Les normes sur le téléphone mobile, mon Dieu, là c'est un sujet qui est très épineux. Je ne sais pas s'il faut en parler à nouveau. On avait déjà fait une émission radio sur le sujet. Il y avait une étude anglaise qui disait qu'effectivement, dans des classes de collège en Angleterre, le niveau scolaire avait baissé de 2 points entre 2 classes témoins, une avec ou sans mobile. Bon, force est de constater que la situation est quand même un peu meilleure qu'avant parce que la DAS des téléphones a considérablement baissé. Mais là, c'est pareil. Pour démontrer que ça va donner, que le téléphone mobile va engendrer un cancer du cerveau, il y a peu de données sur le sujet. Je crois qu'il faut prendre en compte ce qu'on appelle globalement électrosmog, c'est-à-dire les pollutions dues aux ondes électromagnétiques et aux champs électriques et magnétiques. Oui, alors là, c'est... Oui, alors et il y a des études imparables. Oui. Je peux en citer une. Oui, mais là où la gravité réside dans la somme de toutes les causalités. Les causes prises indépendamment, l'alimentaire... on mange de la viande, on respire un air impur, on est branché au téléphone toute la journée. Les causes prises indépendamment, peut-être les risques peuvent paraître raisonnables, mais c'est l'accumulation et le cumul de ces comportements de vie qui peuvent peut-être un peu nous alarmer. Sylvie, est-ce que tu veux dire un mot sur le sujet ou est-ce que ça te semble trop farfelu ? Dis-nous tout. Je ne suis pas compétente, je préfère ne rien dire. D'accord. Donc, sur ces sujets-là, les études OMS, j'ai lu également une étude OMS qui dit sur le problème des pollutions, qui rejoint les statistiques qu'on citait sur les pollutions extérieures ou intérieures, parce qu'il existe des pollutions intérieures, on n'a plus l'habitude aujourd'hui, mais faire brûler un feu de bois à l'intérieur avec une cheminée qui est... Et voilà. Donc ça, après on peut aussi parler du formaldéhyde de tous les meubles préfabriqués que vous trouvez dans toutes les bonnes enseignes dont je ne citerai pas les noms. Juste quand même, pour conclure, pour terminer le petit entrefilet que je disais par rapport à l'OMS, on parle quand même du dioxyde d'azote, et je te rejoins Jean-Marc par rapport à l'asthme des enfants. Le dioxyde d'azote est associé aux voies respiratoires, donc... Et donc, aux maladies des voies respiratoires, en particulier l'asthme, qui peut entraîner des maladies respiratoires, donc symptômes comme toux, respiration sifflante ou difficulté à respirer, qui nécessitent une admission à l'hôpital ou aux soins d'urgence. Et c'est là où il y a quand même un problème aussi au niveau de la santé en France. C'est que bien souvent, on fait de la médecine curative, mais peut-être pas assez préventive. Parce qu'il y a quand même un coût. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et peut-être qu'on devrait effectivement se pencher un peu sur cet aspect de la prévention proactive et pas juste à citer des choses, mais vraiment à inciter peut-être un peu plus les gens à se prendre en main pour voir effectivement des économies après derrière de santé pour tout le monde. Déceler nos fragilités. Alors là, Claudine va pouvoir parler parce qu'on est dans la cause de la cause. C'est-à-dire qu'on a parlé... des conséquences de l'alcoolisme ou du tabagisme ou etc. Qui représente 40%, on l'a dit, de beaucoup de maladies graves. Mais en amont de tout ça, il y a le témoignage de Claudine, parce que tu vas nous en parler. Tu as été présidente d'un syndic et tu as connu énormément de familles
au syndic Le Club, je crois qu'il y a 600 familles, quelque chose comme ça, 3000 personnes, 600 familles. Et tu as une vingtaine de cas, dont beaucoup de gens qui sont tombés très gravement malades à cause de l'alcool ou du tabac en excès ou de drogue ou de tout ce qu'on veut, sans citer de nom, et dont la cause originelle, tu vas nous la dire, c'est, Claudine, la solitude et les problèmes de famille. C'est un Tout peu à ça. fait. Tu peux nous en parler, voilà. Oui, alors moi j'ai été présidente de la résidence Le Club. 18 bâtiments, 600 appartements, même plus de 600. C'est pas une mince affaire. Et à un moment donné, il y a la mairie de Paris qui a demandé à la mairie de Mérignac de créer un service voisin solidaire pour essayer de se rapprocher de ces gens-là qui allaient souvent à la mairie, mais bon, il n'y avait pas de service, et donc ils racontaient leurs trucs, mais enfin, ils repartaient comme ça. Donc, ils se sont rapprochés de moi en me demandant si je voulais m'occuper de ce service. Alors déjà que c'était quand même important ce que je faisais, j'ai dit oui, mais à condition que ce soit plutôt les personnes de la résidence, peut-être dans le centre de Mérignac, mais pas plus. Donc j'ai commencé, ils m'ont donné, parce que ces gens-là, ils avaient beaucoup de problèmes, hein, des divorces, pas de logement, parce que le mari il garde l'appartement ou la maison. Enfin bon, c'était quand même très lourd. Et donc j'ai un tout. Tu as vu, beaucoup de cas. Voilà, j'ai vu beaucoup de cas. Et donc la mairie m'a donné, pour que je puisse avoir la possibilité de monter des dossiers pour les gens, ils m'ont donné une carte de la mairie avec la possibilité de faire des documents dans les services publics. Et c'est là où tu as constaté que, tu m'as dit, je suis témoin d'une vingtaine de familles, c'est ça, 17, c'est ça? Oui, 17, oui. Et sur lequel, on va dire, il y a eu ces maladies graves, cancer, oui, ou dépression aggravée jusqu'à des cas de suicide, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Hein. 17 cas très graves. Oui. Et tu dis, là, à peu près entre un tiers et la moitié, c'est la solitude et les problèmes de famille qui ont fait tomber les gens très bas. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la solitude, c'est un fléau. Voilà. Les personnes âgées, qui ne veulent pas aller dans des EHPAD et qui ont leurs enfants qui sont loin, dans un autre département, dans un autre pays, quand les enfants appellent, ça va très bien, mais non, ça va pas très bien parce qu'elles se laissent aller et ça commence par la nourriture. Le café au lait à midi et le café au lait le soir. Elles perdent des forces, donc elles ne peuvent plus marcher. Évidemment, c'est normal. Et puis après, il peut y avoir l'alcoolisme qui arrive, c'est ça? Voilà, alors il y a eu l'alcoolisme, ça dépend. Il y a eu, sur les femmes d'un certain âge, pas trop quand même. Là, l'alcoolisme, sur le tabac aussi. Le tabac. Mais les plus jeunes, de 20 ans et tout ça, c'était vraiment oui, l'alcool, mais aussi de la drogue vraiment très dure. Et donc, après, ils avaient des hallucinations. Moi, je me rappelle qu'une fois, il y en a un qui avait traversé d'un bâtiment à l'autre. Il voulait jeter les œufs sur l'appartement d'en face, parce qu'il disait que son père était dans l'appartement, quoi. Alors là, par contre, c'est... Et il s'est pendu dans sa chambre 20 ans. Et tout ça, vraiment, ça passe sous silence. Mais un monsieur sa femme meurt, il est isolé, il est venu me voir. Je lui ai dit, écoutez, venez me voir, on en discutera, on va faire. Mais bon, je ne pouvais pas non plus... Il s'est jeté du balcon, donc il est mort. Et voilà, alors après, c'est le tabac fumé dans le lit, et puis après, cancer de la plèvre. Oui. Donc, je ne pouvais pas m'imaginer quand même
on est dans un endroit où il y a des toubibs, on peut être suivi, mais ces gens-là ne peuvent pas aller faire. Ils font la démarche. Oui. Voilà. J'ai entendu. Donc ça veut dire Ils font que pas la en démarche. amont, il y a des problèmes de solitude, des problèmes sociétaux, des problèmes de divorce ou de famille. C'est ça, Oui, pour parce résumer ta que pensée. ah ben oui, Et qui oui. fait que la personne change son régime et en gros prend un régime un peu suicidaire sous Ah ben forme complètement. d'addiction, d'alcool, de cigarette Ben oui. ou pire ou de drogue. Bien sûr, parce que Oui. c'est les brûlures d'estomac, ce sont Mhm. le trouble digestif. Alors elles se demandent ce qu'elles ont, puis ça leur fait peur aussi, parce que il y a la peur qui Il arrive faut aussi. espérer que la De pollution se ne dire, soit pas un cancer. de se dire qu'est-ce que j'ai, pourquoi j'ai ça. Oui. Et Entendu. on a beau leur expliquer, mais ils n'ont plus la force de. Il y en a qui le font, qui écoutent et qui le font, mais il y en a beaucoup qui se laissent complètement aller. Oui. Complètement aller. Oui, mais là, c'est la conséquence d'un problème de solitude ou d'un Ah problème oui, de oui, drame oui. familial. Ah oui, oui, oui. Et Drame de alors, ça. Sylvie, tu veux dire un mot là-dessus, peut-être, sur le Drame l'origine- familial. Oui, alors là, pour le coup, Ah. je suis bien dans mon champ, mais en Ah tant bah que oui. psychiatre travaillant en Tout à fait. cancérologie. Ah, vas-y. Oui, je souscris tout à fait au témoignage et je crois que la précarité sociale, la marginalité éventuellement, et tous les facteurs en fait de détresse psychologique, d'isolement social, le faible niveau économique, tous ces facteurs en fait ils sont très très souvent agrégés avec une surprévalence de certains cancers, mais en effet, comme l'a très très bien décrit Maïté, en lien avec des facteurs de comportement. Donc ça, je pense que c'est une donnée en effet très solide et que les statistiques montrent très bien. C'est que malheureusement, chez les gens qui sont en difficulté, qui sont vulnérables psychiquement, par exemple parce qu'ils ont des maladies psychiatriques ou qui viennent de milieux très pauvres, qu'ils manquent d'éducation, qui n'ont pas accès à l'information adaptée, qu'ils ont des soucis financiers, eh bien, chez ces gens-là, il y a très souvent des moindres adhésions aussi à des comportements de santé de base, comme d'avoir son médecin traitant, d'aller le voir régulièrement, de faire des examens de prévention, d'aller consulter si on a un symptôme, et que en plus, comme il y a souvent effectivement la comorbidité avec des addictions, tout ça mélangé fait que oui, on observe des chiffres de prévalence de cancer qui sont supérieurs à d'autres. En tout cas, c'est des facteurs de risque identifiés. Et là où c'est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de cofacteurs qui sont agrégés et qui, du coup, s'additionnent. Je ne sais même pas si c'est un effet additif ou même synergique pour faire que ces gens qui cumulent les facteurs de risque, eh ben, ils se retrouvent avec des facteurs de risque majeurs de développer certaines maladies, dont certains cancers, et aussi des moindres chances d'être pris en charge correctement, souvent des plus grandes difficultés à suivre le traitement de manière optimale, et du coup, ça se retentit aussi sur leur risque d'une récidive, même si on arrive à les mettre en rémission après les premiers traitements du cancer. Donc ça, je pense que c'est effectivement un problème sociétal, comme vous venez de le dire, qu'on appelle comme ça les inégalités sociales du cancer, où on sait très très bien que ces facteurs psychosociaux, à cause de tous les facteurs associés et des comorbidités, vont générer des surrisques au niveau de la prévalence, au niveau de la manière dont le traitement va se passer, au niveau des taux de rémission et aussi au niveau des risques de récidive. Donc pour le coup, c'est un gros morceau, parce qu'une fois qu'on a dit ça, eh ben, comment on peut réagir à part tout mettre en œuvre pour essayer de donner plus accès aux personnes qui sont justement dans ces situations de vulnérabilité, leur donner accès aux soins, aller les chercher même de manière encore plus proactive. Il y a beaucoup de recherches, par exemple dans le milieu des sciences humaines sociales en cancéro, qui se développent, qu'on appelle des recherches interventionnelles, où on essaye non pas de faire des grandes études très théoriques, où on est loin du terrain, mais où au contraire on va proposer des programmes dans les lieux où justement où il y a des facteurs de précarité, soit parce que les gens sont très isolés. J'ai pas assez insisté sur ce point-là, l'isolement social, hein, qui est évidemment un facteur majeur de ce risque, mais ça a été déjà cité par Maïté. Voilà, donc, et puis il y a peut-être un point que j'ai envie de rajouter, c'est qu'il y a un certain nombre de programmes qui sont mis en place pour essayer de diminuer les inégalités sociales devant le cancer, et malheureusement, et ça c'est effrayant, on se rend compte que certains de ces programmes non seulement
ne diminue pas les inégalités, mais les aggrave, parce que les gens qu'on avait ciblés, les plus précaires, pour qu'ils puissent bénéficier de ces programmes, eh bien, ils n'y vont pas, ou ils n'adhèrent pas au protocole d'accompagnement, etc. Et que des gens qui ont moins de besoins, eux, vont y accéder plus et donc avoir plus de chance. Donc, ça, c'est un des gros problèmes actuellement de la recherche interventionnelle en cancérologie, c'est que on doit non seulement développer des programmes pour essayer de soutenir et d'accompagner les gens qui sont les plus vulnérables, mais en plus, vérifier que c'est bien eux qui bénéficient des offres de soins spécifiques qui sont mis en place, ce qui n'est pas du tout toujours le cas aujourd'hui. Ça, c'est très important ce que tu dis, Sylvie. Ça veut dire qu'il y a une composante politique, sociétale, très importante dans l'approche de ces maladies. C'est ça que... Et oui. Et oui, on en est là. Mais oui, puisque à partir du moment où on a parlé de tous ces facteurs de risque dans l'hygiène de vie, dans l'environnement et dans les comportements de santé, et qu'on sait qu'ils sont liés au niveau d'éducation, au niveau d'aisance matérielle ou financier, au niveau de ce qu'on appelle la littératie en santé, c'est-à-dire dans quelle mesure ces personnes qui sont précaires ou vulnérables ont accès aux bonnes sources d'informations qui vont les aider s'ils sont confrontés à un diagnostic de cancer, à aller vers les soins, à accepter les soins et à se faire accompagner adéquatement. Bref, tous ces facteurs-là, ils sont en cause dans ces inégalités. Donc, oui, c'est un engagement de toute notre société pour que les choses bougent. D'accord. C'est extrêmement important ce que tu dis, Sylvie. Alain, tu voulais dire un mot également pour compléter ? Dans les cofacteurs qu'on a évoqués tout à l'heure et qui sont évidents, on n'a pas parlé du stress répété, des chocs émotionnels. Alors, les chocs émotionnels et le stress répété font baisser nos défenses immunitaires et à ce titre sont des cofacteurs aussi. Il faut les mesurer. Oui, tout à fait. C'est vrai. Martin, tu voulais dire un mot ? Pas mieux. Pas mieux, Claudine ? Moi, je voudrais dire que aucun médecin ne demande à son patient ce qu'il mange. Aucun. Il y en a qui les... Aucun. J'en ai pas connu. Même accompagné de personnes, absolument pas. Ni ce qu'il boit. Il prend un stylo, il marque sur son truc, et c'est tout. Alors, de toute façon, personne... Ça bouge là-dessus. Ça bouge. Si je peux intervenir, moi, je veux bien dire deux choses, mais Sylvie, si, vas-y, réponds, tu peux. Sur ce point, alors, oui, pendant très longtemps, les médecins, ils avaient une approche purement oncologique, stricte, technique, centrée sur la tumeur, les traitements, les effets secondaires des traitements, etc. Mais honnêtement, les choses évoluent. D'abord parce que maintenant, on a des niveaux de preuve absolument incroyables sur les bénéfices de l'activité physique adaptée, de l'alimentation équilibrée, etc. Donc, on est obligé, le médecin aujourd'hui est en théorie obligé de l'intégrer dans son discours et son information sur comment aider un patient à se confronter au cancer. Et d'autre part, il y a maintenant le développement quand même des soins de support dans la plupart des lieux de soins oncologiques où il y a des équipes de assistants sociaux, diététiciens, nutritionnistes, médecins de douleur, etc., qui s'occupent justement de ces aspects-là. Il y a aussi tout un développement en France qui arrive tardivement par rapport à d'autres pays, mais qui heureusement est quand même maintenant est arrivé, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, où on essaie de proposer tout un travail sous forme individuelle ou en atelier de groupe qui réunit quelques patients avec des animateurs qui sont des professionnels ou des anciens patients qui sont devenus des patients experts, et où on propose aux personnes, justement, quand elles sont malades et qu'elles doivent recevoir des traitements, d'apprendre toutes ces choses utiles pour améliorer leur hygiène de vie et d'être aussi dans une situation proactive où on va leur montrer sur quelle dimension de leur vie quotidienne ils peuvent justement agir. Ils peuvent pas agir sur le fait que ce cancer est survenu alors qu'il n'y avait pas de facteur de risque. Dans l'exemple standard, un cancer du sein chez une femme qui ne répond pas à des facteurs génétiques, on n'a pas tellement d'explications. On sait que c'est un cancer très fréquent qui touche une femme sur 8 ou 9, et en dehors des 5 à 10% de femmes qui ont ces cancers à cause d'une prédisposition génétique, où pour le coup, le facteur de risque est énorme, mais pour toutes les autres, on ne sait pas pourquoi. Il y a des petits facteurs qu'on suspecte, mais honnêtement, avec des poids relatifs dans l'explication de la survenue de cancer, très petits. Et donc, pour ces personnes-là, je pense que c'est très, très important de pouvoir leur dire sur quoi ils vont pouvoir agir, et notamment dans leur quotidien, bouger, manger, chercher des sources de réconfort pour se sentir mieux à l'aise dans ses baskets quand on a la maladie. Et ça m'amène au peut-être ma deuxième réaction sur la question du stress. Si je peux me permettre de donner mon point de vue,
Moi, je suis extrêmement prudente et pourtant, encore une fois, en tant que psychiatre, on me pose très 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 souvent cette question des liens potentiels entre les stress, les événements de vie stressants que les patients ont pu vivre dans les années qui ont précédé la survenue du cancer et la maladie elle-même. Et je sais bien qu'il y a tout un mouvement de recherche qui s'appelle la neuropsycho-immunologie qui essaye de mettre en lien des facteurs de stress, des hormones du stress, justement notamment le cortisol qui a été cité tout à l'heure, ou bien les cellules de l'immunité, et essayer de faire des liens entre certaines perturbations de ces cellules-là ou des taux de cortisol et le cancer. Mais honnêtement, on est encore très 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 loin d'avoir fait des liens, des corrélations. Et donc aujourd'hui, moi honnêtement, quand j'ai des patients qui me demandent ce qu'il en est, je leur réponds souvent qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité à répondre de manière formelle, qu'on ne peut pas dire que le stress génère le cancer directement ou est un facteur direct. En tout cas, on n'en a pas la preuve. Après, ça peut être indirect. Si le stress fait qu'on se met à manger plus, à fumer plus, etc., on retombe dans les facteurs de comportement. Et puis, ce que j'avais échangé avec toi, Jean-Marc, en amont de l'émission, c'est qu'à l'inverse, je pense que beaucoup de personnes à qui on annonce un diagnostic de cancer pour lequel il n'y a pas justement de cause identifiée, comme ça tombe du ciel et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça leur arrive et pourquoi ça leur arrive maintenant, et qu'ils essayent de trouver une cause, si l'oncologue dit « mais j'ai pas d'explication, ça malheureusement c'est une maladie fréquente et ça arrive et je ne sais pas moi non plus vous expliquer pourquoi », et ben les gens ils vont chercher évidemment dans leur vie personnelle et notamment leur vie psychique à faire des liens avec des événements de vie qui se sont déroulés dans les années, un divorce, un deuil, des séparations, etc. Donc ça, je pense que d'un point de vue psychologique, on peut très bien expliquer que ce mécanisme se mette au travail chez beaucoup de personnes confrontées au cancer, surtout, j'insiste, quand il survient alors qu'il n'y a pas de facteur de risque identifié, mais pour autant, en tout cas, moi personnellement et nous les collègues psy à Curie, on ne dit pas que le stress génère le cancer. En plus, c'est un message extrêmement culpabilisant parce que les patients, du coup, ont très très peur d'être en détresse, très très peur de se déprimer. On en entend parler toute la journée par les gens, leurs proches et même des professionnels de santé de la fameuse phrase « le moral, c'est 50% de la guérison », ce qui ne repose sur rien en termes d'évidence-based de nouveau. Et du coup, c'est hyper culpabilisant pour eux parce que ils s'autorisent pas à reconnaître que c'est dur, qu'ils passent par des moments de détresse, ils ne s'autorisent pas à en parler, ils s'autorisent encore moins à aller voir des psys pour les accompagner et les aider. Et quand ils vont jusqu'à penser que le moral, c'est 50% de la guérison et donc que ça va aussi agir sur la prévention, lorsque le cancer revient, alors là, c'est chez les gens qui ont ces théories et ces représentations, la culpabilité est majeure. Enfin, je pense que c'est déjà dur d'avoir une maladie cancéreuse qui métastase, mais si en plus on va dans le sens de notre patient qui nous dit que c'est la cause de son mauvais moral, honnêtement, je ne suis pas d'accord. Oui, ça vient rajouter de l'huile bouillante dans le seau d'huile déjà chaude. Alors que toute la littérature psycho-oncologique, et là aussi on a quand même beaucoup de travaux maintenant dans le domaine de la psycho-oncologie, ne montre pas ça. En tout cas, sont incapables aujourd'hui de faire ces corrélations. Comme quoi il faut être très prudent et puis faire évidemment la distinction entre corrélation et causalité, parce que là il y a beaucoup de confusion sur le sujet, c'est vrai. Et, oui. Et puis regardez toujours les facteurs intermédiaires, les facteurs confondants. Je pense que là on a largement discuté de ça. On parle de la pauvreté, puis derrière pauvreté on dit il y a le tabac, il y a l'obésité, il y a les mauvais comportements. Donc les facteurs confondants qui pour le coup nous font retomber sur des facteurs de risque qui eux sont connus. Tout à fait. Entendu. Je voulais juste faire un petit aparté sur ce qu'on vient de dire pendant un peu plus d'une heure maintenant. Dans l'alimentaire, il y a quand même, alors en restant très laïque, j'allais dire, on observe quand même dans les traditions religieuses, que ce soit chez les juifs, les musulmans ou même chez les chrétiens du Moyen-Âge, effectivement, la charcuterie, le porc était déjà pointé du doigt. Et je vais même un peu plus loin. Alors là, une fois de plus, c'est un avis, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de démonstration. Mais on peut quand même citer les Lévitiques, qui citaient déjà il y a bien longtemps les fruits de mer comme collecteurs d'impuretés et également les rampants,
C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le porc, mais c'est les lézards, les serpents, etc., qui étaient pointés du doigt également comme transmetteurs de problèmes, de maladies ou de maladies graves ou de risques de cancer. Des choses qui ont été un petit peu abordées par les religions. Et puis aussi, dans l'Antiquité, je voulais citer, toujours dans cet aparté, l'Ancienne Égypte et le Livre des Morts, qui soulignait les problèmes de pollution déjà dans l'Antiquité, où il y avait dans les rites initiatiques et les rites de déclaration d'innocence. Bon, il y avait la table de Moïse que l'on connaît, qui était intégrée dans le livre des morts et qui était intégrée dans cette déclaration d'innocence. Donc les choses qu'on connaît déjà. Mais il y avait aussi ne pas polluer les eaux, ne pas polluer l'air, etc. Des choses qui reviennent 3000 ans après, curieusement, mais qui étaient déjà pointées du doigt et écrites dans les anciens textes. Alors, il faut remonter à l'Antiquité, 2000 ans avant Jésus-Christ, sur des problèmes de pollution qui étaient totalement condamnés à l'époque. Voilà. Alain, tu veux dire un petit mot ? Hippocrate, le père de la médecine, en 2430 avant Jésus-Christ, a rédigé un ouvrage qui s'intitule Peri aeron udaton topon. Peri, ça veut dire autour d'eux, à propos d'eux, aeron les airs, udaton les eaux, et topon, qui est le pluriel de topos, qui veut dire le lieu. Il a attiré notre attention sur l'emplacement où l'on vivait. Ah, voilà. Donc ça revient. Voilà. Alors, et je rappelle quand même que chez les dinosaures, on a trouvé des traces de cancer sur les ossements. Et ils n'allaient pas tous chez McDo. Ça, c'est très joliment dit. Ah oui, alors, ça, c'est magnifique. Oui, tout à fait. Très bien. Ben, je crois qu'on a fait quand même un sacré tour de la question. En résumé, l'importance considérable des activités physiques en extérieur et du sport. Jean-Paul, on revient au début de l'émission, on fait un cercle quelque part. Oui, mais oui, parce que tu soulignais les gens qui étaient en extérieur, qui avaient beaucoup moins de problèmes. Alors forcément. Alors on parlait tout à l'heure de particules en suspension dans l'atmosphère. Je suis très soumis aux poussières, à beaucoup de poussières. Alors, j'ai poussière végétale, poussière de la terre et autres poussières qui composent le plan naturel des choses. Eh bien, je constate que, et ça fait bien des années que je suis dans ce secteur-là, eh bien, je constate que, alors, peut-être concourt-il à une forme de vaccination, peut-être bien naturelle. En tout cas, c'est vrai que je me sens renforcé depuis que je pratique ce métier. Donc, je pense que la nature est vraiment un allié puissant, même si on pense qu'elle libère des agents qui sont pas trop agréables, hein, mais c'est un allié puissant de la santé. Par le truchement de la lumière, etc., on critique le soleil, attention au soleil, il faut porter le chapeau, il faut porter ci, il faut se protéger. Tout à fait, absolument, il faut protéger la peau. Mais je pense que le soleil, la lumière naturelle, contribue largement à la santé. Voilà, je peux le dire, c'est pas sans excès. Et je voulais souligner un autre aparté on a des armes très puissantes dans le code, dans les codes juridiques. Il y a eu déjà des plaintes qui ont été déposées à Paris pour les problèmes de pollution qui sont remontées au Conseil d'État. Je crois que l'État a été condamné à un moment donné à verser des sommes colossales sur des problèmes de pollution. Mais on a aussi le code pénal, je cite très froidement, les crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que c'est ? Atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle d'un groupe, mesures visant à entraver les naissances. Eh bien ça, ce sont des éléments qui sont cités dans les crimes contre l'humanité. Certaines formes de pollution peuvent toucher et être en limite de cet article du Code pénal. Et pour ceux qui ont suffisamment les reins solides, il faudrait beaucoup d'avocats pour pouvoir faire bouger les choses, mais c'est un article qui est interprété de façon un peu radicale, pourrait amener à faire bouger peut-être les choses
sur les problèmes de pollution au sens large. Je pourrais ajouter quelque chose en guise de conclusion, enfin, c'est pas tout à fait la conclusion. Je pense que chacun d'entre nous, nous sommes la somme d'expériences vécues. Alors, bien sûr, l'expérience vécue depuis notre naissance dans ce monde actuel ou depuis des existences avant. Alors, c'est là que soit nous avons développé une force qui est plus ou moins importante, plus ou moins protectrice en fonction des individus. Alors on parle effectivement de vulnérabilité, de fragilité. Eh bien, elles prennent racine dans toutes ces expériences qui font la résistance du corps de l'être humain. Très bien, voilà. Je crois que nous arrivons au terme de notre émission. Elle sera diffusée comme d'habitude le lundi et le mercredi. Nous aurons 2 autres émissions prévues à terme sur une émission de philosophie sur le sens de la vie et surtout une émission prévue le 2 décembre avec Vladimir Fedorovski, l'écrivain et homme politique qui a notamment été un de ceux qui a appuyé la politique de Gorbatchev et qui le connaissait personnellement. Donc on aura un témoignage important. Et l'émission portera donc le 2 décembre sur la géopolitique de l'Europe centrale et de l'Ukraine. Voilà, merci à tous d'avoir participé. Merci Sylvie. Merci beaucoup, je dois aussi m'en aller. Voilà, et merci. L'émission sera diffusée lundi, mercredi. On va lancer le générique de fin. Boris, merci beaucoup. Et voilà, au revoir.